Bonsoir à tous. C'est bon? S'il vous plaît. Bonjour à tous. Du coup, ce soir, je vais vous parler un petit peu du contenu adaptatif en utilisant Elasticsearch. Donc, rapidement, hop, on va voir un petit peu au niveau d'intro. On va faire une petite introduction. Qu'est-ce que c'est Elasticsearch? Les principes de la recherche de contenu adaptatif et un petit peu la mise en place de tout ce qu'il va y avoir derrière et une petite partie conclusion. Ok? Donc pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Vincent Journel, je suis le fondateur le CTO et fondateur de la société Winzana, société qui a été fondée à Saint-Péray et aujourd'hui, vous voyez le panneau, on est présent à Montpellier, Genève et Valence. Et donc voilà, moi dans mon cœur de métier, je suis dev à la base, je suis passé par l'UT et là aujourd'hui je fais des missions en tant que solution architect avec un domaine d'expertise qui peut être dans la partie DevOps, mais aussi dev, etc. Hop. Les technos sur lesquels je bosse, hop. Le sujet du jour. En gros, l'idée c'est qu'on va parler d'Elasticsearch, ça c'est sûr. On ne va pas parler de tout ce qui est la partie machine learning. Ok, toute cette partie-là, c'est quelque chose. L'idée, c'est vraiment de faire un premier pas sur, la mise en place de recherche adaptatif, d'accord, mais pas de machine learning autour de ce qui est. On va parler du coup aussi d'un premier pas vers de tout ce qui peut être apparenté à de la notion d'intelligence artificielle. Ok. Une application adaptatif, elle a une grande importance pour les utilisateurs. Aujourd'hui, comme on le sait, il y a beaucoup trop de contenu, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est assailli de nombreux contenus, c'est toujours très compliqué de rechercher. On peut demander à ChatGPT ou alors aller sur Google, etc. Mais il y a énormément de contenu et les utilisateurs, quand on va mettre à disposition du contenu sur notre plateforme, ils ont l'embarras du choix, après ils reviennent sur notre site, et ça ils ne trouvent pas, ils vont retourner sur Google, puis aller sur un autre site, etc. etc. Donc en gros, l'idée c'est de pouvoir apporter aussi de l'attractivité à nos utilisateurs. C'est de faire en sorte qu'on donne un contenu qui soit unique à chaque utilisateur. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir sur mon site internet, ou site e-commerce, tout ça va être unique pour lui systématiquement. C'est-à-dire que chacun va avoir un rendu personnalisé sur la plateforme qu'il va y avoir. Donc là, vraiment, c'est tout ça dans une approche qui va être vraiment automatisée. Elasticsearch, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est facile, vous demandez à ChatGPT, il vous répond. Pourquoi moi j'utilise Elasticsearch? À la base, dans les métiers que j'ai pu réaliser, j'ai travaillé dans le domaine de la bibliothéconomie, donc avec beaucoup de données, beaucoup de contenu. J'utilisais plutôt la solution Solar de Apache pour pouvoir mettre en place un moteur de recherche, indexer le contenu et d'être beaucoup plus faire de la recherche qu'on appelle full text. Ce qui est difficile aujourd'hui, un peu moins maintenant, mais qui était très difficile à l'époque, c'est de pouvoir rechercher, je tape un texte, je fais d'autocomplétion et je retrouve du contenu. Petit à petit, j'ai évolué sur les différentes technologies et puis ayant une très très grosse communauté autour d'Elasticsearch pour plusieurs aspects, la recherche, la centralisation des logs aussi qui est importante et aussi avec son outil Kibana, la création de boards. Ça c'est vraiment un outil qui va permettre de faciliter le travail. C'est-à-dire que c'est bien beau d'indexer de la donnée, d'avoir beaucoup de données, mais des fois c'est compliqué d'aller rechercher et du coup la communauté, tout ce qui tourne autour de la partie Elasticsearch va permettre de proposer des outils qui sont hyper utilisables et hyper simples pour pouvoir mettre en avant vos applicatifs et tester. Donc en gros on centralise tout dans un seul et même outil avec une grosse communauté très orientée du coup comme moi qui travaille beaucoup sur des technologies Node.js avec orienté JSON et donc du coup on aura une capacité de mettre en place ça rapidement. Les fonctionnalités que je recherche et qui vont nous intéresser, c'est comme on l'a dit, faire de la recherche en temps réel, recherche intégrale full text, un petit peu comme ce que j'ai pu vous le dire, donc multilingue aussi, c'est quelque chose qui va être hyper important. C'est-à-dire que sur les plateformes sur lesquelles j'ai l'occasion de travailler, on n'est pas que sur du français. Déjà même la recherche en français, c'est une recherche qui est assez complexe parce qu'on a des termes, on a du pluriel, singulier, des choses qui sont un peu plus complexes à traiter dans le moteur de recherche. L'évolutivité aussi, c'est vraiment les fonctionnalités qui vont être importantes, d'avoir une grosse commu autour de l'outil pour être en capacité d'avoir des nouvelles fonctionnalités, des évolutions et des gains en termes de performance. Parce qu'en fait, la clé dans la recherche adaptative, c'est d'avoir un maximum de données,
de pouvoir collecter ces données-là et de pouvoir après proposer du contenu qui va bien. Ok. L'intégration avec d'autres technologies, pareil, Elasticsearch est facile à interconnecter, beaucoup de plugins, beaucoup de SDK sur les différents langages, etc. Bon, ok, le principe de contenu adaptatif, qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je suis arrivé à cette partie-là? On a eu une commande auprès d'un client qui avait besoin de mettre en place du marketing automation et en gros, de tout ce qui va être lié au tourisme automatique. D'accord. Le département, donc c'est pour les citer, c'est le département du Vaucluse, qui nous ont demandé clairement, je veux être en capacité de pouvoir proposer à des personnes qui viennent sur mon territoire des contenus, pas forcément donc des événements, des lieux touristiques, des points d'intérêt, etc., qui vont être situés sur le territoire, et d'être en capacité de pouvoir proposer un contenu qui soit de qualité auprès de mes utilisateurs. Parce que c'est bien, il existe des solutions, Apidae, qui proposent du contenu, énormément de contenu, il y a un moteur de recherche, mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment que dans tout ça, on soit en capacité de pouvoir fournir cette information. Donc la première difficulté d'apporter ce contenu adaptatif, c'est quoi? C'est de comprendre les intérêts et les comportements des utilisateurs qui vont arriver. Donc d'abord, on commence, avant de même écrire une seule ligne de code et d'aller gratter dans Elasticsearch, c'est de comprendre qui sont mes utilisateurs. Ça, c'est un point qui est hyper important. Parce que du coup, on ne va pas simplement dire bah, je vais faire du contenu adaptatif et puis hop, ça va terminer, ça va être fonctionnel. Non, parce que quand on met en place de la recherche, on va mettre en place ce qu'on appelle des systèmes de pondération. D'accord? Des boost queries. On va être en capacité d'induire des recherches pour qu'elles soient beaucoup plus pertinentes en fonction de tel ou tel critère. Donc, connaître son utilisateur. Ça, c'est hyper important. Personnalisation du résultat, ça, on l'a déjà dit. L'optimisation de la pertinence. Parce qu'aujourd'hui, vous mettez un moteur de recherche simple, d'accord? Vous pouvez, vous prenez votre plateforme, vous prenez Elasticsearch, vous le câblez, vous le faites absorber votre base de données, vous mettez en place, il n'y a même pas besoin de quasiment de le configurer, parce qu'avec la partie mapping dynamique, vos champs sont quasiment tout de suite indexés, détectés, etc. Vous faites une recherche full text, ça marche. Vous avez pris une demi-journée et votre moteur de recherche full text fonctionne. L'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est de travailler sur cette notion de pertinence. La pertinence en fonction des utilisateurs, mais la pertinence aussi en fonction de votre application. Et la prise en compte aussi de la diversité des contenus, du contenu disponible. Parce qu'aujourd'hui, sur votre plateforme, il y a du contenu texte, il y a du contenu fichier, il y a du contenu vidéo, etc. Et il faut être aussi en capacité de pouvoir proposer des contenus qui correspondent en fonction des goûts et des affinités de vos utilisateurs. La recherche adaptative, aujourd'hui, on l'utilise pas que dans le domaine du tourisme, etc., mais on va l'utiliser aussi dans le domaine du e-commerce. Quelque chose qui est hyper important. Vous le voyez tous, partout, quand vous parcourez du e-commerce, c'est ballot, vous allez rechercher une guitare et puis on vous propose toujours 3-4 guitares systématiquement dans tous les sites internet vous allez trouver, etc. L'idée, c'est d'être beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans la partie e-commerce, c'est pas juste on va faire de l'association de produits, on va dire bah, tiens, vas-y, tu as acheté une trousse, maintenant on va achète-moi des crayons. Mais c'est d'être en capacité de vraiment se rapprocher au maximum du besoin de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment l'objectif. La partie blogging, simple. On veut proposer du contenu, on a un gros blog, on veut proposer du contenu pertinent à nos utilisateurs, unique. La partie sur site touristique, etc., etc. Dans le milieu professionnel aussi. Aujourd'hui, vous avez besoin de mettre en place un site extranet, intranet pour vos différents utilisateurs, avec un contenu, on parle souvent dans les grands groupes, etc., on va diffuser, faire de la communication interne, etc., et bien, il faut qu'on puisse apporter vraiment un contenu au plus précis auprès de vos utilisateurs. Donc, aujourd'hui, les critères de pertinence pour la recherche de contenu adaptatif, la première chose à prendre en compte, c'est le contexte. Le contexte, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que le contexte, ça va prendre en compte d'où la personne vient. Est-ce que c'est une personne qui s'est connectée avec ses réseaux sociaux? Est-ce que je peux capter de l'information? Est-ce que c'est dans une temporalité? Nuit, jour, midi, etc., etc. Et ça va vous permettre de pouvoir commencer à définir un persona des personnes qui interviennent sur votre plateforme. La pertinence sémantique. La pertinence sémantique, ça veut dire que c'est simplement, la personne va commencer à faire une recherche et que j'ai vraiment une vraie pertinence en fonction des termes recherchés. Ça peut être vraiment, ça c'est souvent la problématique avec la langue française, c'est qu'on a des accents, pas d'accents, etc. Et ça peut complexifier les choses.
la partie sociale, la pertinence sur le format pardon, et la notion du multilingue. Pareil, aujourd'hui, quand vous êtes dans le domaine du tourisme ou autre, bah, le multilingue, il arrive tout de suite. Vous avez du contenu qui va être adapté. Et en fonction des communautés et en fonction des personnes qui vont qui vont parler anglais, qui vont parler portugais, qui vont parler espagnol, chinois, arabe ou français, et ben, souvent, c'est des personnes qui ne vont pas forcément avoir les mêmes intérêts en fonction de leur culture et en fonction de la langue qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, en pratique et dans la manière dont laquelle moi, je vais l'aborder. De quoi j'ai besoin? Une base de données. Donc, pour ma part, j'utilise MongoDB parce qu'il existe des connecteurs qui permettent d'absorber une base de données MongoDB très rapidement et de l'injecter dans Elasticsearch. Elasticsearch aussi. Un peu de code. Donc, on utilise du Node, donc TypeScript, mais aussi une partie asynchrone. Alors, la partie asynchrone, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais ça a toute son importance parce que, comme je vous le dis, il va y avoir un gros volume de données et il faut pouvoir la traiter, cette donnée-là. Donc sur la partie asynchrone, nous on est parti sur le choix de RabbitMQ, parce que c'est pareil, c'est simple, c'est facile à intégrer, bonne communauté, on pourrait partir sur Kafka, mais c'est un peu plus lourd, un peu plus complexe à maintenir. RabbitMQ, on est sur une stack assez simple. Donc, partant sur le constat technique, comment on va collecter et analyser la donnée? L'importance, c'est malheureusement le tracking de l'utilisateur. C'est simple. Aujourd'hui, quand quelqu'un va arriver sur votre plateforme, il faut savoir le plus rapidement qui il est. D'accord? Donc, il y a la notion de tracking. La personne vient. OK, je sais qu'elle vient de telle ou telle chose, parce qu'elle a fait une recherche sur Google, parce qu'elle vient des réseaux sociaux, parce que j'ai mis un article sur les réseaux sociaux, ils ont cliqué, ils sont arrivés ici, etc. Ça, c'est la première chose. Cette notion de tracking-là, dans l'idéal, au plus vous avez des sites satellites autour de vous, c'est-à-dire vous avez des partenaires ou vous avez la possibilité de mettre en place votre tracking, au plus vous allez être en capacité de collecter de la donnée et pouvoir proposer du contenu. C'est clair que si vous avez quelqu'un d'anonyme, un anonyme lui proposer quelque chose, c'est quand même assez compliqué. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il en est. Mais par contre, une fois que la personne est là, qu'elle a donné son consentement sur les cookies, etc., vous allez pouvoir suivre cette notion d'usage et pouvoir avancer. Dans ma logique, première et la plus simple, c'est de dire, en fait, dans un site internet, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? On a du contenu, texte. Tout est contenu texte, clairement. On a une vidéo, mais cette vidéo, elle a un nom de fichier, elle a du contenu textuel, parce qu'il y a une transcription, ou il y a une traduction, ou des sous-titres, etc. Il y a du contenu de texte pur, il y a des photos, etc., etc. Donc, tout est textuel. L'important, en fait, et c'est ce qu'on voit dans la partie moteur de recherche, c'est que ce qui caractérise les gens et ce qui va caractériser un contenu, ce sont les mots-clés les moins importants dans le texte. C'est-à-dire que je prends une page, si j'ai des mots-clés qui vont être dans une notion d'importance où je vais retrouver, on va donner par exemple l'exemple de la langue française. C'est, je donne un exemple simple, le matin, je me lève et je prends mon vélo. D'accord? Aujourd'hui, on a plusieurs mots dans cette phrase-là, ce qu'on appelle des stop words, le, un, etc. C'est des mots qui ne sont pas utiles. Dans un texte, on va les retrouver énormément. L'idée, c'est de séparer et d'enlever tout ça. Ce qui va être important dans cette phrase-là, ça va être le matin, ça va être matin, vélo. D'accord? On peut en prendre d'autres, etc. C'est ces mots-là qu'on va devoir être en capacité d'extraire pour arriver à faire une cartographie de notre utilisateur. Et aussi, par rapport à ça, donc du coup par rapport aux mots qu'on va collecter, c'est de donner de l'importance par rapport à ces mots et apporter cette notion de temporalité. Donc, en termes d'architecture, c'est assez basique et assez simple. J'ai mon utilisateur, il arrive sur mon site internet, je l'ai traqué, parce qu'il a été gentil, il me l'a autorisé, donc tout va bien, je suis content. Je récupère ça dans ma petite API. Donc API très simple, j'ai une information, j'ai un utilisateur qui a récupéré ça, je récupère dans mon API. Je dispatche un événement dans mon event bus. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle de l'asynchrone. Pourquoi? Parce que quand je vais récupérer cette information, je vais aller scraper le site internet. Alors si c'est le mien, c'est facile, j'ai le contenu. Mais si ce n'est pas le mien, l'idée c'est de récupérer un nuage de mots-clés
est d'être en capacité de pouvoir savoir comment je vais cartographier, comment je vais définir mon utilisateur. Donc, le premier important, c'est la partie tracking. Comment je mets en place ça? Classique, aujourd'hui, session cookie. On n'a pas trop le choix, c'est le plus simple, c'est le plus basique, mais en gros, l'idée, c'est d'être en capacité de pouvoir identifier mon utilisateur. Deuxième chose, c'est que je vais coder un petit script JS. Je vais intégrer dans ma page mon petit script JS, invisible pour l'utilisateur, il a accepté les cookies, et du coup, je vais tourner, et à chaque fois qu'il y aura une action sur mon interface graphique, je traque, je vais suivre mon utilisateur, et je vais indexer. Et je vais faire mon call API. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je fais la création de ma session au niveau de l'API. L'idée, c'est de centraliser. C'est-à-dire que quand la personne est arrivée sur mon site internet, il faut que je sache qui il a été, ce qu'il a stocké, et tant qu'il ne s'est pas authentifié, qu'il n'a pas fait un login, etc., que je puisse le suivre et collecter sa donnée. Quand il va partir, qu'il va revenir, c'est toujours la même personne, il faut que je puisse lui proposer. Donc, la gestion de la session classique. Et je dispatche mon événement pour être le plus réactif possible. J'ai fait une action, hop, et je dispatche mon événement, comme ça je suis tranquille, je laisse faire le traitement en tâche de fond. La partie scrapping, ça c'est le point qui va être le plus, on va dire, touchy dans notre implémentation. En gros, le scrapping, c'est ce que fait Google quand vous lui dites, bah tiens, indexe mon site internet, il va regarder votre site internet, il enlève toutes les fioritures, il prend le texte, il prend les images, il prend les contenus, et il regarde un petit peu, et il fait une cartographie de votre site internet. L'idée, c'est de faire à peu près la même chose. D'en ressortir des mots-clés qui vont caractériser la personne. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être un traitement long. C'est pour ça qu'on le fait en asynchrone. C'est-à-dire qu'on a dispatché l'événement, on dit vas-y, débrouille-toi. Quand l'événement il arrive dans le bus, hop, il y a peut-être beaucoup d'événements à la suite, beaucoup de personnes qui sont sur votre site internet. On laisse faire et on laisse traiter en tâche de fond. On met en place, et ça c'est quelque chose qui est hyper important, du cache. Parce que le scrapping c'est bien, mais arrivé à un moment donné, si vous avez 15 000 personnes qui viennent de la même page, on ne va pas les scraper 15 000 fois. Donc on scrape la page, on extrait une cartographie et une image textuelle de votre page, et on vient l'associer au persona de votre utilisateur. Persona, ça parle à peu près à tout le monde ou pas? En gros, le persona, c'est juste, on définit une catégorie de personnes où on vient classifier une personne dans une identité particulière. On récupère du coup, en gros, visuellement, c'est comme si on récupérait un nuage de mots. D'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment simple, on fait un nuage de mots, et comme vous voyez souvent dans les images, c'est quand il y a des mots qui sont plus gros, c'est qu'ils apparaissent le plus souvent, etc. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va incrémenter, au fur et à mesure que la personne va consulter des pages et que des mots-clés vont ressortir, on va l'ajouter à la personne, et on va dire, bah tiens, en fait, cette personne-là, elle consulte souvent du contenu où il y a du vin, où il y a du vélo, où il y a des sujets informatiques, où il y a de la domotique, etc. Et comme ça, on va définir les intentions et l'intérêt que l'utilisateur va avoir sur la plateforme. Et on utilise Elasticsearch aussi, parce que c'est là où Elasticsearch est hyper intéressant, c'est qu'il a aussi des fonctionnalités. Ce n'est pas simplement un moteur de recherche. Je peux lui injecter, et on va le voir juste après, je peux lui injecter des fonctions, je lui donne une chaîne de texte, un contenu, un site internet, et il va faire tout pour moi. C'est-à-dire que Elasticsearch, nous on ne l'a pas utilisé pour cette partie-là, mais Elasticsearch est capable de vous scraper un site internet. Vous lui donnez une URL, il va scraper le site internet pour vous, et il va vous définir des mots-clés, une liste de mots-clés. Il va vous scraper des fichiers, PDF. Alors PDF, il ne faut pas que ce soit que des images, hein. Il faut que ce soit un PDF ossérisé ou un PDF texte, mais il va vous scraper tout ça, des fichiers texte, etc., etc. Et vous indexez tout ça directement dans la partie moteur de recherche. Donc, la création du persona, comme on l'a dit, c'est à partir du scrapping. Je prends les mots-clés qu'on a, je fais la récupération des mots-clés, j'enregistre les mots-clés, donc je vais les incrémenter 3 fois 20, 6 fois vélo, etc., etc. Et je vais les indexer. Et là, en fait, et c'est là ce qu'on voit dans la partie copie d'écran, c'est un exemple d'appel où j'ai envoyé simplement à Elasticsearch la demande d'analyser un contenu. Je lui donne l'analyseur que je souhaite. Donc là, c'est de l'English. Je lui donne le fichier, le texte que j'ai trouvé, d'accord? Et je vais derrière récupérer des mots-clés avec la position, etc., etc.
Ça va être un élément qui va être assez important, c'est la position des mots. On sait toujours que derrière, quand vous allez, et c'est cette notion de contexte, quand vous récupérez un site internet, il y a un titre, qui est souvent le truc le plus important, les résumés, etc. etc. C'est ce que vous faites quand vous faites un site internet pour référencer. Vous savez que Google va l'indexer de telle ou telle manière, et donc vous allez mettre de l'importance sur tel contenu. Et bien nous, on va prendre en compte ça. Dire que l'idée, c'est vraiment, dans votre contexte, c'est de prendre en compte qu'il y a du contenu qui est là, et donc du coup, il faut faire en sorte de pouvoir, au niveau de l'indexation, donner de l'importance au niveau des mots. Donc, sur la partie affichage contextuel, l'idée c'est, hop, il va falloir que je switch, si je peux. Prenons l'exemple de Export Vaucluse, d'accord, qui est pour le département du Vaucluse. J'arrive sur mon site internet, ok, simple, je suis anonyme, d'accord, j'ai le petit incognito, etc., on ne me connaît pas. J'accepte d'afficher le contenu, d'accord, j'accepte d'être traqué, etc., le truc que tout le monde clique, d'accord, parce que on ne va pas lire les cookies et ça nous va très bien. Sur cette partie-là, moi, en tant qu'utilisateur, je vais rechercher, là j'ai du contenu, vous voyez, hein, j'ai des contenus qui ont été mis en avant, c'est la plateforme, on a décidé de mettre des contenus de mise en avant, définis par les gens des offices du tourisme, etc. Et donc on veut savoir précisément ensuite ce que la personne veut. Ok, on va donner un exemple, je ne sais pas moi, les marches, allez, la marche, ok, je lance une recherche, ok, je consulte la marche, je consulte, ok, je vais ouvrir une page, ah tiens, c'est les marchés hebdomadaires, etc., ça m'intéresse, ouais, plus ou moins, hop, je vais arriver, je vais aller là, ouais, je vais aller faire du vélo, je fais ma recherche, je vois du vélo, ah ouais, mais j'aimerais bien faire du vélo au bord d'un lac, etc., puis en fait, on va traquer la personne au fur et à mesure de ce qu'il en est, etc., et puis après, en fait, l'avantage qu'il va y avoir, c'est qu'au fur et à mesure que la personne va naviguer sur le site internet, alors là on est sur la page d'accueil, l'avantage, bon après il y a des choses qui ont été mises en place pour faire du boost, c'est-à-dire qu'on va booster des contenus qui ont été demandés pour être mis en avant, mais on va booster du contenu contextualisé. C'est-à-dire que je vais booster du contenu, là au niveau des informations, en fonction de ce que la personne aime et de ce qu'elle veut. Et en fait finalement, tout le contenu que je vais avoir sur mon site internet, au niveau de la recherche, etc., en fait c'est des contenus qui vont apparaître et qui vont se rapprocher. Mais puis au fur et à mesure, si moi derrière, je vais consulter d'autres choses, comme le vin, etc., en final, petit à petit, au fur et à mesure que je vais naviguer, on va me proposer des randonnées à vélo pour consommer du vin et découvrir des caves, etc. Le but, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir être en capacité, par rapport à ça, de proposer du contenu le plus proche de vos utilisateurs. Donc, là, il faut savoir que dans votre plateforme, au final, on utilise toujours la recherche. Quoi qu'il arrive, vous allez demander à votre base de données de vous répondre et de vous donner une information. Donc, in fine, vous mettez en place toujours de la recherche. Quand vous allez envoyer une newsletter, vous avez besoin de récupérer dans la base de données des informations. Quand c'est des newsletters automatiques, si c'est fait manuellement par des agences de com ou autres, c'est fait manuel. Mais quand c'est fait de façon automatique et définie, et bien derrière, ce qui vous intéresse, c'est que M. Dupont, il ait une newsletter qui corresponde à ce qu'il veut. Sinon, vous allez avoir, les gens ils vont ouvrir, ils vont fermer, ils vont vous mettre en spam et vous désabonner, etc., etc. Au niveau de la configuration d'Elasticsearch, comment ça se passe? Est-ce que vous voyez assez bien ou ça va? C'est un peu sombre. De toute façon, j'enverrai les slides, etc. Donc, première étape, c'est cette partie-là. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne prend pas Elasticsearch comme tel. Quand on va commencer à mettre en place de la recherche adaptative, on va être en capacité on va devoir configurer. C'est-à-dire qu'on va devoir commencer à mettre les mains dans le cambouis. Donc, Elasticsearch, comment ça se passe? C'est comme n'importe quelle base de données. Vous devez lui définir un schéma, ce qu'on appelle le mapping sur Elasticsearch. Vous allez devoir lui définir des analyseurs. Donc, lui définir un petit peu des analyseurs et des filtres. En gros, l'idée, c'est de dire,
ok, ça c'est mon modèle de données, avec tel type de contenu, etc. Et puis ça, c'est ta manière de rechercher. Là, typiquement, c'est l'exemple pour le français. Comme je vous le disais, il y a des mots-clés, donc il y a les stop words. Les stop words, c'est tous les contenus qui ne nous intéressent pas, le, la, les, un, une, etc. Il y a toutes des communautés, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui ont défini et qui ont créé des plugins qui font ça tout seuls. Alors par défaut, il y a dans la notion de français, il y a des fonctionnalités qui sont déjà définies. Il y a déjà des tokenizers qui sont déjà définis. Mais quand on veut avoir vraiment être précis sur la partie syntaxe, etc., eh ben on va être obligé de les customiser. Donc ça, de première étape, on va customiser nos filtres et nos analyseurs. Parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, tout tourne autour des mots. Et donc, si notre recherche sur les mots n'est pas bien carrée, eh ben en fait, on va retourner des contenus qui sont totalement erratiques. La partie propriété, comme on l'a dit, et la partie analyseur. L'idée, je vous enverrai on enverra sur le Slack un exemple de configuration globale, un fichier de config qu'on donne à Elasticsearch et qui va permettre d'absorber par rapport à ça. Hop, est-ce que j'ai rien oublié? Donc, l'attention à la langue, ça c'est quelque chose qui est hyper important. D'accord? Parce que la recherche sur de l'anglais, c'est assez facile, parce que du coup, il y a une grosse communauté anglophone derrière Elasticsearch, etc. C'est un petit peu la langue, en gros, générique à travers le monde. C'est facile, c'est une langue qui est assez simple à gérer. Par contre, quand on est sur d'autres langues, le français, l'arabe, le chinois ou autre, ou le japonais, où là le japonais, on a les kanji, ou les koromoji, où là ça devient plus compliqué. À ce moment-là, là il faut travailler avec des professionnels linguistes et apporter une meilleure recherche sur votre moteur. La construction de la requête. En fait, quand vous faites une recherche sur Elasticsearch, la manière de recherche, elle est un petit peu différente que simplement where, and, or, etc., etc. La méthode de recherche, elle est orientée autour des must, filter, must not, should. Typiquement, le must, c'est le and. D'accord? OK. Le must node, c'est en gros le not and. D'accord? Et le filter, c'est celui qui va nous permettre de on va pouvoir faire des mixtes entre les deux. Le filter, si je ne m'abuse, ça va permettre de limiter le contenu, donc le filtrer, et aussi de pouvoir faire des ou. Mais en gros, le ou et les and vont se retrouver dans le must. Okay, on va combiner et construire la requête. Nous, dans notre partie, ce qui va nous intéresser, c'est le should. Parce qu'en fait, quand quelqu'un va faire une recherche, je dis une recherche sur les BD par exemple, la personne va rechercher Tintin. Et que tout ce qu'elle a consulté auparavant, c'était tout sauf Tintin. Si derrière, dans la recherche, quand j'ai tapé Tintin, je ne retrouve pas le contenu que je souhaite, on a perdu direct. La personne se casse et c'est fini. L'idée, c'est de se dire, de proposer du contenu intelligemment. Ça veut dire que si on a mis vélo, voyage, etc., eh ben, si la personne recherche Tintin, derrière, on va proposer pour pousser peut-être Tintin au Tibet. D'accord? Pour être en capacité de mettre en avant du contenu qui correspond au voyage, etc. Et c'est là où la recherche est sur la partie adaptative, on va se mettre dans la partie should. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de faire sa recherche. Comme je disais, Elasticsearch a des outils comme Kibana ou autres. Kibana permet de faire des boards, mais aussi permet de faire des recherches à la main, d'accord, sans connaître tout ça. Parce que des fois, ça peut être compliqué à rédiger, etc. Il faut tester, etc. Il n'y aura pas le choix. Quand vous allez mettre en place votre recherche, il faudra tester. Et donc, du coup, il faut prendre le temps de regarder, d'aller tester, de mettre du contenu, de rajouter des mots-clés et de pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. La construction de la requête, comme je disais, nous, ce qui va nous intéresser dans tous les cas, c'est de faire finalement systématiquement de la recherche full text, quasiment. D'accord? La recherche full text, on a défini, je vous disais, on a extrait un nuage de mots-clés de l'utilisateur. D'accord? On a sorti vélo, on a sorti vin, on a sorti marché, lac, pêche, etc. Mais ces mots-clés-là, ils ne sont pas apparus la même quantité de fois
que d'autres. Et c'est là où on va utiliser la fonctionnalité de boost d'Elasticsearch. Elasticsearch, en fait, vous permet, dans le should qu'on va faire, donc dans le booster de recherche, va nous permettre de booster plus ou moins tel ou tel mot-clé. Et ensuite, et c'est là où c'est ce que je vous disais, et c'est là où c'est hyper important, c'est de définir aussi la pertinence de votre recherche. C'est bien si mon mot-clé, il apparaît dans le title de mon contenu. Par exemple, je suis dans un e-commerce, d'accord? Je suis dans un site e-commerce. Moi, mon objectif, c'est de vendre des produits. OK? Je vends des produits. Si le nom de recherche apparaît dans le titre du produit, ben, c'est que la personne, c'est ce qu'elle veut. C'est là où il y a le plus d'importance. Et c'est là où nous, on va apporter de la pertinence. C'est là où on a la possibilité, avec Elasticsearch, juste en mettant ces caractères-là, de pouvoir booster la pertinence de recherche. En disant, si le mot que j'ai là, il apparaît dans le titre, alors là, c'est vraiment que l'utilisateur, il a une chance de vouloir chercher. Pareil sur la localité. Là, dans le domaine du tourisme, par exemple, où une bouteille de vin de Bordeaux, et ben voilà, si la bouteille de vin vient de Bordeaux, c'est parfait. Si c'est la bouteille de vin, c'est du vin rouge de Bordeaux à Bordeaux, c'est le top. Et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment, par rapport à ça, c'est de l'adapter à vos besoins. D'accord? Clairement. C'est comment vous allez classifier vos données et comment vous allez adapter à vos besoins. Donc, en résumé, en gros, l'idée, c'est de dire, par rapport à ça, le point faible de mettre en place la recherche adaptative, c'est qu'il faut avoir quand même une assez bonne connaissance d'Elasticsearch. D'accord? Là, l'idée, c'était vraiment pas, ce soir, on a parlé un petit peu d'Elasticsearch, l'idée, c'était pas de faire un tuto Elasticsearch. Il faut vraiment prendre le temps de regarder chez soi, d'aller le tester. C'est facile. Vous montez un Docker, Elasticsearch, vous lui donnez un petit peu de données, vous appelez avec Insomnia REST ou avec Postman, vous lui faites 2-3 requêtes API, vous lui injectez de la donnée, vous recherchez et vous commencez comme ça. Là, il faut vraiment se mettre dans la recherche et commencer à apporter cette partie-là. Mais le plus important pour moi, c'est la notion de bonne connaissance de vos besoins et des besoins de vos clients. D'accord? Parce que la recherche que j'ai faite pour un client, ça ne va pas être la même pour l'autre. Et ainsi de suite. On va adapter le contenu, on va adapter en fonction de la donnée que j'ai, etc., etc. La bonne connaissance aussi de ce que vous allez proposer à vos utilisateurs. D'accord? On ne peut pas faire un simple copier-coller, je prends ça, je l'ai fait sur un site, je le fais sur les autres, etc. et tout ça. Le problématique, c'est aussi de faire de l'asynchrone. L'asynchrone, ça demande une connaissance en termes d'architecture ou de développement qui, des fois, peut être un petit peu perturbant. D'accord? C'est-à-dire que du coup, on envoie quelque chose, puis on n'a pas de réponse, on ne sait pas ce qu'il en est, est-ce que ça finit, pas fini, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut mettre en place RabbitMQ. Il y a aussi le problématique du volume de données. Comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est de collecter de la donnée et de la stocker. Au plus vous avez de la donnée, au plus vous êtes pertinent. Et pour ça, il faut la stocker, il faut la gérer, il faut être en capacité de la traiter. Et pareil, derrière, ça peut apporter aussi une notion de complexité au niveau du code. Après, le point fort, c'est simple, c'est d'avoir une grosse valeur ajoutée auprès de vos clients ou auprès de vos besoins et de vos utilisateurs. Typiquement, je suis sur un site où je veux faire un site institutionnel et je veux promouvoir du contenu, et ben ça va être, vous êtes beaucoup plus pertinent et vos utilisateurs ne vont pas aller à chercher ailleurs parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont consulter votre plateforme et si vous connaissez déjà vos utilisateurs, en fait le contenu vous allez lui apporter directement et vous êtes sûr que vous allez aller trop plus près pour orienter dans votre tunnel de vente d'apporter vos utilisateurs là où vous voulez. Vous connaissez au mieux les besoins et vos attentes de vos utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt pour la partie aussi marketing, être en capacité de dire, ok, je suis dans l'e-commerce, je sais que tel produit il marche bien, je les vends bien, mais j'ai tel produit qui sont beaucoup consultés, mais que j'arrive pas à vendre, etc. J'ai beaucoup de contenu, j'ai des gens qui viennent ici qui ont besoin de ça, mais tiens, je ne le vends pas, donc je vais pouvoir l'apporter, etc., etc. Et comme je l'avais dit dès le départ, c'est la notion de navigation personnalisée. Donc, d'avoir un truc qui soit assez personnalisé. Pour aller plus loin par rapport à ce qu'on a, sur la notion de scrapping, c'est la mise en place de ETL. Donc, il y a des outils pour ça qui permettent de faire… Camille a développé un super truc en PHP, qui était vraiment un bon truc. Tu utilises toujours? Hein? Je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai vu, tu me l'as expliqué et qui était plutôt pas mal.
Mais sinon, après, il y a Trigger Mesh, par exemple, qui se base sur Knative Event, qui permet, quand on a des gros traitements de données, de pouvoir avoir de la scalabilité directement autour de Knative. Ça, c'est un point qui est hyper important. L'idée, c'est aussi de booster les contenus avec les personas. C'est ce qu'a fait, par exemple, le département du Vaucluse. L'objectif, c'est de promouvoir des lieux de territoire. Alors, c'est facile, le pont d'Avignon, bah, voilà, tout le monde le connaît, tout le monde y va, tout le monde veut le voir, etc. etc. L'idée, c'est de pouvoir aussi promouvoir peut-être des petits producteurs ou des gens qui ne sont pas forcément mis en avant, etc. Et en fonction des connaissances et de ce que vous connaissez de vos utilisateurs, bah, vous allez booster du contenu et le mettre en avant peut-être pour telle ou telle personne. Et ça, c'est hyper important. Connaître vos populations, savoir ce que les gens attendent et ce qu'ils veulent pour leur donner. L'utilisation des réseaux sociaux. Ouais, c'est le démon, le diable, etc. par rapport à ça, mais en fait, c'est source de beaucoup de données. Et du coup, bah, la notion d'utilisation des réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a la possibilité, hein, si les gens se connectent avec leur compte Facebook, Google, etc., c'est le 3/4 du temps parce que les gens ont la flemme de mettre un email, un mot de passe, etc., bah, c'est de pouvoir aller pomper de la donnée et de pouvoir être en capacité derrière de voir plus d'informations sur les utilisateurs et automatiquement lui proposer directement du contenu qui va correspondre à ce qu'il veut. Ajouter l'outil de tracking au site externe. Pareil, vous gérez 35, 40 sites internet, vos clients le savent, vous utilisez l'outil de tracking, etc. Il faut que ce soit transparent, ou c'est vos sites internet, ou vous avez multi-e-commerce, ou vous faites du marketplace, etc. Bref, l'idée c'est de capter un maximum de données. Au plus vous allez pouvoir capter de la donnée, au plus vous allez avoir des mots-clés, au plus vous allez pouvoir définir vos utilisateurs. Et la partie recherche suggestive pour vos campagnes marketing, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est la notion de toutes les campagnes. Quand je vais booster une campagne, vous avez des outils comme HubSpot, par exemple, qui font ce qu'on appelle du smart content. C'est exactement la même chose, directement dans l'outil HubSpot, qui vous permet de pouvoir avoir votre template, vos emails directement en fonction des personas, etc. Perspective d'avenir, l'idée c'est de pouvoir aussi être en capacité d'améliorer ça avec de l'intelligence artificielle. Du coup, d'être en capacité de pouvoir, au plus on collecte de la donnée, au plus on connaît vos utilisateurs et au plus vous êtes en capacité de voir des boards et de la proposition en disant tiens, je vois que tu as tel type de profil et tel type de personnes sur ta plateforme qui consomment telle ou telle donnée et qui ont tel ou tel persona, propose tel ou tel type de contenu pour booster encore l'utilisation de ta solution et ta plateforme. Et là, du coup, derrière, on va automatiser l'industrialisation de notre solution et d'avoir beaucoup plus de contenu. Intégrer des données diverses, ça c'est comme on disait, là aujourd'hui on a parti de la partie textuelle. L'idée c'est d'avoir cette notion autour de la partie vidéo, images, etc. Une expérience utilisateur plus fluide, personnalisation en temps réel. Ça c'est aussi les points hyper importants et c'est ce que Elasticsearch va vous apporter. Et avoir une approche holistique autour de l'expérience utilisateur. Merci. Ah, j'ai calmé tout le monde. Merci encore pour ce talk, c'était très rafraîchissant, ça fait plaisir. Et puis tu n'as pas du tout codé, donc c'est étonnant. Dans la première partie sur la construction de ton persona et le tracking des data, alors finalement tu y as un petit peu répondu sur la fin avec le scrapping, la possibilité de scraper avec Elasticsearch aussi directement dans le numéral, ou quand les gens cliquent sur se connecter avec Facebook, je pense que c'était ça ton exemple, où finalement tu peux récupérer des informations par là. Toi, dans ce cas très précis, donc la théorie, je l'ai bien compris, est-ce que tu as codé à la main finalement de propre tracker, finalement, quand le gars va cliquer ou quand le gars va machin, est-ce que c'est du code custom ou est-ce que tu te reposes sur des outils marketing? Parce qu'en fait, c'est là où je me disais, faire du tracking comme ça, il y a énormément d'outils marketing qui sont déjà utilisés, pas forcément pour faire du contenu adaptatif, mais du coup qui traitent déjà cette donnée. Je pense à du Mixpanel par exemple, ou peut-être d'autres outils que je ne connais pas. Est-ce que toi, dans ce cas-là, très précis, tu vas te plugger à des outils marketing déjà existants ou est-ce que tu as fait du code custom? Alors, j'ai fait les deux. La problématique par rapport au département du Vaucluse, c'est que il fallait faire du custom parce qu'on ne pouvait pas utiliser des plateformes tierces ou autres. Il
fallait que ça reste centralisé parce on collecte du contenu et c'est à destination des collectivités publiques. Et donc derrière, il ne fallait pas qu'on ait le risque que la donnée fuite ailleurs dans une autre base de données. Donc là, on a dû faire du custom. Alors ça a été une grosse galère sur la notion des cookies et des sessions parce qu'ils avaient 15 sites satellites. Et donc du coup, de facto, il faut pouvoir aller traquer les utilisateurs sur toutes les autres plateformes, avec leur consentement bien sûr, mais d'être en capacité de traquer et de remonter ces données. Ce qui fait que la personne, quand elle avait consulté, elle avait préparé son tour touristique dans les autres sites internet du département, et bien automatiquement, dès qu'ils arrivaient, là l'application, les destinations, on a du Wi-Fi sur le territoire, les gens vont se connecter au Wi-Fi, on arrive sur ces pages-là, directement, où je scanne un QR code dans les offices du tourisme, etc., et on arrive sur la plateforme. Et l'idée, c'est que si tu as préparé ton tour autour de ça, bah, automatiquement, tu vas arriver dessus. Donc là, dans ce cas-là, on a fait 100% custom. Donc on a tout codé. Le scrapping, sur cette partie, petite dédicace à Benoît qui s'est tiré les choses sur cette partie-là. Mais en tout cas, la partie scrapping plus tracking, ça a été tout du dev custom. C'est pas forcément très lourd à développer, c'est juste qu'il faut être hyper réactif et mettre des délais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, alors on était sur une appli, un combo entre WordPress et React.js. Donc on a de l'hybride sur cette partie-là. Et la difficulté, c'est quand la personne change de page, en fonction de là où on était, soit c'était du React, donc c'est facile, ça, tu ne recharges pas la page. Mais quand tu es sur des parties, des sections orientées WordPress, bah là tu recharges la page. Et donc du coup, il faut mettre un petit délai quand le lien passe pour pouvoir traquer et avoir le temps que ça parte à l'API. C'est d'où l'intérêt de l'asynchrone. C'est que je pousse, ça va vite et je passe à la suite. J'en profite parce que du coup, ça me fait penser à une question que j'avais juste après. Et après, je vais lâcher le micro. Ça me fait penser à deux choses en fait, qui peuvent être chiantes, qui peuvent poser des problèmes sur des effets de bord. Par exemple, tu as un pic de trafic sur ton site web et le scrapping va te mobiliser beaucoup de ressources par exemple. Est-ce que tu as mis des garde-fous par rapport à ça en disant s'il y a trop de monde ou quoi, genre, on va scraper que partiellement ou, enfin, est-ce qu'il y a des garde-fous que tu as dû mettre en place et la deuxième question, c'est par rapport à la quantité de données finalement absorbées, où tu as beaucoup d'utilisateurs anonymes sur lesquels tu vas quand même commencer à collecter de la data. Donc au bout de quelques mois, j'imagine que tu peux avoir une quantité assez énorme de data. Est-ce que tu as des mécanismes aussi là-dessus pour flush ta data, ou est-ce que finalement c'est assez raisonnable finalement la quantité de data collectée? Alors, sur la notion de tracking des utilisateurs et scrapping, clairement, tu es obligé de te baser sur des solutions avec de la haute scalabilité. Donc, le scrapping, tu le dédies dans une section à part. C'est pour ça que tu prends de l'Eventbus, c'est que tout ce qui est nécessaire à ta plateforme, elle est dans un endroit, et tout ce qui est le scrapping, il est dans un autre. Comme ça, au moins, si tu as une sursollicitation, c'est dans la queue, et puis le scrapping, il traitera quand il aura fini de traiter. Par contre, il faut que ça dépote. Pourquoi? Et d'où la notion de mettre en place du cache. Si tu as des pages qui sont déjà passées, le cache, on le met en place, on dit que la page, elle ne bougera pas pendant 5, 10, 15 jours, ça c'est à nous d'adapter, etc. Mais au moins, ça permet d'aller vite. Pourquoi? Parce que quand l'utilisateur il est anonyme, il arrive sur ton site internet. Tu veux lui proposer le plus vite possible du contenu qui correspond à ce qu'il attend. Donc tu ne peux pas dire ouais, je te le ferai demain, et puis demain, l'utilisateur ne viendra pas. Il vient une fois, et des fois, si il reste plus de 10 secondes, tu es content. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne la notion de volume de données, ouais, ça apporte beaucoup de volume de données, c'est du contenu de texte, donc ça va déjà. Donc on n'est pas sur de l'image, etc., donc c'est déjà ça. En gros, c'est simple, tu vas avoir un tableau avec un mot et la quantité de fois. Donc ça, après, vu au niveau des contraintes de la RGPD, nous, l'objectif, c'était de se dire, vu qu'on n'a que de l'anonyme, au bout d'un moment, on se donne une temporalité. On dit si la personne, elle n'est pas revenue, et ça, c'est pareil, c'est connaissez vos clients. Nous, notre client, côté par exemple département du Vaucluse, nous ont dit, là, c'est simple, la personne, elle vient, si 2 semaines après, elle ne s'est pas reconnectée, c'est qu'elle ne reviendra pas sur votre site internet. Hop, on flush. Et puis, dans d'autres cas, si la personne, elle vient de temps et qu'elle parle français ou qu'elle parle néerlandais, etc., là, on sait que c'est des gens qui vont peut-être revenir plus souvent. Et donc, du coup, là, on garde 6 mois. Cette notion de contexte, etc., tu vois, ça permet d'adapter. Mais oui, c'est sûr que ça prend de la data, ça devient des grosses bases de données, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on s'appuie sur Elasticsearch, parce que lui, il sait absorber des gros volumes de données. Et il va savoir rechercher. Juste, dernier point par rapport à ta première question. Là, sur la partie département du Vaucluse, on a fait du custom. Pour l'autre partie, dans d'autres clients, dans le domaine du marketing, là, vu que Winzana, on est partenaire HubSpot, derrière, on a utilisé la partie Smart Content de HubSpot.
Et là, bah, du coup, c'est du contenu. Bah, après, c'est un budget, mais derrière, tu as un outil qui va faire la même chose. Et même plus que ce que tu ferais toi en termes de custom, parce que bah, ils ont peut-être une plus grosse équipe et ils sont là depuis plus longtemps. Mais après, voilà, tu as ces fonctionnalités-là. Mais après, c'est clair que tu as d'autres outils sur le marché. Il faut juste savoir le prix. Il y en a certains peut-être qui sont gratuits, mais est-ce qu'ils répondent, etc., etc. Jamais rien n'est gratuit, ça on le sait bien dans le domaine. S'il n'y a plus de questions... Ah. Moi je voulais boire un coup, moi. Dans le cas du Vaucluse, les recherches se font sur le site du Vaucluse. Ils cherchent des informations sur le site du Vaucluse. Et il est anonyme. Il n'y a que le cookie qui permet de l'identifier. Oui. D'accord. Donc, le scrapping, c'est par rapport à du contenu qui est affiché sur le site du Vaucluse. Alors, le scrapping, il est fait pour le site qui est sur le département du Vaucluse, mais pas que. Parce que le site, le tracking, il est aussi installé dans d'autres sites satellites partenaires. Et aussi les pages de destination. C'est-à-dire que quand il y a par exemple, il y a un article d'un influenceur qui a mis en place un lien vers cette page-là, etc. Ce qui nous intéresse, c'est de voir d'où la personne vient pour récupérer les informations sur la page et sur ce qui était dans le site de destination pour ensuite aller compléter le profil. L'information, si c'est juste un cookie, c'est toi qui as installé. Alors, moi j'ai installé le cookie, donc du coup, en gros, la personne, je connais juste un identifiant. Je ne sais pas que c'est Paul Dupont. J'ai un cookie, et donc du coup, je sais systématiquement que 3, 4, 5, il a consulté tel type de contenu. À partir du moment où là, je mets en place l'authentification. Le 3, 4, 5, il est consulté que du contenu sur ton site à toi? Non, il peut être consulté sur d'autres sites internet. À partir du moment où la personne. Site partenaire. Donc la question c'était ça, c'est est-ce que finalement, puisque tu maîtrises les sites, c'est des sites que tu as écrits toi ou qui sont partenaires, est-ce que tu ne pourrais pas précalculer le scrapping? Alors, on pourrait précalculer le scrapping. Ouais, c'est une bonne. C'est une bonne remarque. Sur ce qui est le contenu de la plateforme en elle-même, on ne scrape pas. Vu que le contenu, on l'a en base de données, donc on va juste prendre le contenu de base de données. On a les mots-clés qui nous intéressent, directement, on l'a. Sur le reste, le scrapping, il est vraiment utilisé quand on ne sait pas vraiment d'où la personne vient et qu'on veut collecter des informations. Un point qui peut être important, par exemple, dans une page d'un site partenaire, il est aussi dynamique, son site internet. Et il y a aussi du contenu. Et ça, c'est des informations qui peuvent nous intéresser aussi, pour compléter le personnage. Il y a des référents, non, pour savoir d'où il vient. Ouais, basique, classique. Je pense que c'était ça la question de Damien. C'était comment techniquement tu faisais quand le gars il arrive sur ton site pour savoir d'où il vient. C'était ça? Non, c'était ce qu'il voulait savoir, c'était... Non, mais par exemple, tu es sur un site. Ah oui, il a cliqué sur un lien. Il a ramené sur. C'est ça, il y a la notion de la personne a cliqué sur un lien d'un autre site et il est venu chez moi. Ce qui veut dire que le lien de l'autre site, il est quand même. Enfin, il y a un truc qui fait qu'il dit oui, bien. Non, ça c'est le référeur, c'est classique. Quand quelqu'un vient, par exemple, je viens de Google, j'ai cliqué et j'arrive sur ton site, je le sais. Je sais que tu viens de Google, je sais que tu viens de... Ça, tu ne sais plus maintenant sur Google. De quoi? Juste ton exemple sur Google, ouais. Tu peux savoir d'où il vient exactement. Ouais, mais sur les autres sites internet, tu reçois sur cette partie-là. Mais sur Google, du coup, tu ne sais plus. Mais on s'en fout qu'ils viennent de Google. C'est parce que le lien est programmé de sorte que tu te connectes au site, mais en même temps, tu te connectes au site en disant que tu viens du site. Non, c'est le navigateur qui te le renseigne d'office. Quand tu cliques d'un lien à l'autre, en fait, dans les headers HTTP, il te met l'URL du site précédent. Donc dans la requête. C'est autorisé ça. Ah. Mais je sais pas si ça marche toujours aussi bien que c'est avec du HTTPS, ces choses-là. Si sur la partie, en fait, en gros, dès que tu es là et que tu arrives à le choper, tu le traites. Mais après, c'est possible si derrière, si on n'a plus la possibilité de l'avoir sur cette partie-là, nous, l'objectif, c'est, à partir du moment où on arrive à le capter, on va le suivre et on va faire son suivi de persona, que ce soit sur ma plateforme ou sur une autre. Comme ça, au moins, on est en capacité de pouvoir compléter son profil, etc. Mais c'est là où il faut aussi faire évoluer, faire adapter ton application et ta solution. C'est-à-dire que c'est pareil, les sites internet, sur la notion de scrapping, des fois ça évolue. Et quand on va faire du scrapping, il faut
collecter un titre, mais on sait que le titre il est encapsulé entre telle base HTML avec telle classe, des fois non, etc. etc. Donc c'est là où on va avoir un peu plus de complexité sur la notion de scrapping. Tout bon, on peut aller voir un coup? Top. Merci beaucoup.